Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo assez courte, liée un peu plutôt au climat actuel, enfin au temps qu'il fait. On s'est pris une centaine de millimètres d'eau sur les 7 derniers jours. Je posterai une ou deux photos vidéo. L'eau est à peu près sur tous les champs. Les cours d'eau sont sortis, on a pas mal de routes qui sont bloquées. Et je me suis dit que ça peut être le moment de monter un peu la différence de résilience du sol et des champs vis-à-vis des impacts, vis-à-vis des pratiques culturelles. Donc là, je suis dans un champ de colza. On va voir ce que ça donne. Bon, il y a un peu de vent, on continue à pleuvoir un peu tout le temps, donc les précipitations vont continuer à augmenter. Donc ici, on est dans une parcelle qui est en ACS strict depuis 5 ans. Donc il y a eu du travail du sol que la première année. C'est une parcelle qui m'a pas mal appris parce que c'est là que j'ai eu mes premiers échecs sur les colzas en semi-direct. Parce que semer soit pas assez profond, soit après une petite pluie on n'a rien repris. Donc c'est celle qui marque le plus les mauvais choix, parce que c'est celle qui a le taux d'argile le plus important. C'est-à-dire que c'est plus dur de venir mettre une culture en place, de la faire germer par rapport aux autres. Mes sols, habituellement, j'ai entre 15 et 17% d'argile, donc pas grand-chose. C'est leur principal défaut en termes de productivité. Et le restant, c'est moitié-moitié sable et limon, et ça varie selon les secteurs. Et ici, on est plutôt à 25% de taux d'argile. Et je le vois en termes de récolte. C'est ici que j'ai fait mes meilleurs moments d'ailleurs. Donc c'est celle où j'ai eu les échecs en semi-direct, mais c'est celle qui me fait, quand j'y arrive bien, qui me le rend mieux. Donc ici c'est un colza associé févrole, lin, fenouil grec, lentilles. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a eu le désherbage l'autre jour de la vidéo. Comme le reste, on voit que... Alors j'ai un peu moins de lin ici, par rapport aux autres parcelles. Selon les secteurs, la présence du lin est plus ou moins marquée. Ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt le sol en lui-même. On va regarder dessous. Donc premier constat, malgré la pluie. Alors, je mets les bottes plutôt pour pas mouiller par rapport à l'auteur de la végétation. Et en fait, vous voyez que la structure... Alors il y a comme quelques points du champ où l'eau... sur le dessus, parce que 100 mm ça boit plus, hein, peu importe les pratiques culturelles, au bout d'un moment, quand la RFU est pleine, elle est pleine. Mais ce qui se passe, c'est que quand elle sort du champ et qu'elle coule, l'eau sort claire. Ça sort pas avec des particules fines d'argile ou de limon fin. La structure du sol, ça donne ça. Alors on voit que le sol est quand même en super état sur la surface. Il y a encore quelques pailles de blé qui sont debout. On va essayer de mettre un coup de fourche par exemple. On voit que l'activité du sol est encore présente. Hein. Tout ça c'est des vers de terre qui font ce boulot là. Et on voit qu'ils sont en train de mélanger la paille avec la terre. Il y a une très belle... Je suis venu marcher l'autre jour avant qu'il pleuve. Et quand on marchait dans la parcelle là, c'est comme si on marchait un peu comme sur de la moquette. C'était souple, et quand on mettait un coup de fourche, l'horizon 0,3 cm, c'était un mélange de terre, de racines très fines, de matière organique mais particulière, c'est-à-dire qui n'est pas encore complètement, qui n'est pas dégradée, mais qui est coupée en petits morceaux. Donc ça fait, c'est une sensation un peu particulière à mon avis que je vais voir de plus en plus avec le temps. Ça va voir ce premier centimètre faire un peu comme un petit matelas un peu amortisseur, ou je sais pas comment dire. C'est pas, quand on soulève, c'est pas comme quand on soulève de la terre. Hop, bon, ah, on peut le voir encore, ça tombe bien. Alors là, je vais prendre ce premier horizon. Alors, ça c'est le dessus bien sûr, et vous voyez, on a des petites limaces, normal. Hein. Et vous voyez, tout le premier horizon est tenu par plein de petites racines qui restent et qui se développent, et surtout qui ne sont pas détruites par le travail du sol. Donc ça fait tout un horizon qui se tient, et on ne sort pas une grosse motte de terre, une lèche de terre ou quelque chose comme ça. Dessous, on va retrouver un peu plus ça, par exemple, mais on voit qu'en fait, c'est toujours tenu la terre.
C'est ce qui fait qu'avec les gros amas d'eau qu'on a en ce moment, eh bien, la terre reste vachement en place et le sol répond vachement mieux aux aléas climatiques et on n'a pas cet effet d'eau qui traverse le champ en emmenant de la terre. Je vais aller un peu plus loin après. J'ai 2 ou 3 champs qui sont coupés par une crue, un endroit. On va aller voir ce que ça donne. J'avais eu le cas l'année dernière. L'eau avait traversé le colza, le blé. La route avait été coupée sur 20 mètres de large, puis passée dans le blé du voisin en dessous. Et après, plus loin, avait rejoint la rivière. On avait un hiver humide, comme tout le monde. Et le blé avait très bien supporté. Donc il était resté noyé un certain temps. Et une fois que l'eau était partie, le seul impact visuel qu'on a vu, c'est que ça avait décalé, ça va emmener les chaumes de tournesol précédents, mais le blé n'avait pas du tout jauni, c'était bien redressé, il n'y avait pas eu de problème. C'était un semis du 10-15 octobre, donc assez tôt. Et par rapport à mes collègues qui avaient semé beaucoup plus tard, avec la pluie, plutôt fin novembre, et ben dessous, il n'y avait plus de blé. La parcelle était morte d'ailleurs, noyée. Donc il y avait à la fois la date de semis qui a joué pour beaucoup, et après l'installation de la culture et le sol qui n'a pas du tout répondu de la même façon. Là on le voit, là je peux marcher dans mes sols, alors ça colle un tout petit peu, hein, c'est normal, mais je m'enfonce pas, ça fait pas du fioc-fioc comme, comme on va le voir. Je vais peut-être essayer de marcher dans un champ, travailler ou labourer, l'impact n'est pas du tout le même. Voilà. Le colza en lui-même, bon, comme on y est, c'était plutôt pour voir le sol, mais on voit qu'après le désherbage qui a été effectué l'autre jour, donc il y a eu un seul désherbage, il y a quasiment aucune adventice. Donc pour rappel, ici il y a un antigraminé foliaire, les feux au mois septembre, octobre pour les pousses de blé, et après il y a eu un yellow biwix, donc propisamide, plus l'antidicote, donc qui a fait sauter les févroles et les plants de campagne, parce qu'à un moment il faut que la culture de rente quand même prenne la place. Et on voit que là c'est très très propre. Je n'envisage pas du tout de venir faire un autre désherbage, il n'y a strictement aucun intérêt. Voilà, donc maintenant c'est les prochains passages, ça sera azote et polysulfate pour le soufre et potasse. Bon, là où ça baigne quand même, hein. De toute façon on n'y peut rien, mis à part faire du drainage et des rigoles pour emmener l'eau de surface. Il y a des fois on n'a pas non plus de solution, et toutes les techniques culturelles du monde, il ne changera pas grand chose là-dessus. Là c'est ce que je voudrais éviter. Alors chacun travaille à sa manière, mais on imagine bien qu'une pluie de 100 mm là-dessus, quand l'eau passe, ça emmène une partie des éléments fins qu'on retrouvera jamais, vu à la vitesse où se constitue le sol chez nous, enfin chez nous partout. Il faut éviter de perdre quand même les éléments. Là on arrive sur mes parcelles. Je vais m'arrêter un peu plus loin, on va voir là-bas, c'est sous l'eau, ça traverse mes champs. On va y avoir un peu de vent, désolé, j'ai du mal à voir. Ça ventile beaucoup. Donc là on est dans mes blés qui sont les parcelles qui sont à peu près au même niveau des rivières. Donc là, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. La parcelle ici, celle-là c'est pas à moi. Là ici c'est à moi, et le blé qui est au-dessus, on va aller voir à pied. L'eau traverse tout le champ, on va voir ce qui se passe. Donc là on voit je marche, il y a de l'eau en surface. Vous voyez, je marche avec les bottes. Mais le comportement est quand même très bon. On va aller un peu plus loin. Donc là on est chez le collègue. Alors l'eau est quand même claire qui coule. Ça fait plaisir. Donc là ça traverse les bois et tous mes champs, on peut dire là. Là où je suis assez content, c'est que c'est de l'eau claire, c'est pas de l'eau boueuse. Donc c'est bon signe, c'est-à-dire que ça n'emmène pas de particules fines. Ça retourne à la rivière, alors que là-bas, où ça traverse les autres champs des collègues, on voit que c'est beaucoup plus boueux, hélas. Donc après, je suis pas là pour jeter la pierre à la façon dont travaillent les gens. Chacun travaille comme il veut. Je n'irai pas les engueuler, ainsi de suite. C'est juste comprendre l'impact de nos pratiques et ce que ça engendre. Donc là, on est à la sortie de la Buse. On va traverser tous mes champs. Donc c'est ce que je disais. C'est l'eau qui traverse tous mes champs, colza et blé. On va remonter. L'eau est limpide. C'est possible.
va traverser le colza. Bon, vous voyez, il y a 10-20 cm d'eau. Ouais, 5-10. Je marche dans le champ. L'eau est toujours claire. Je m'enfonce pas du tout. On va aller voir dans le blé ce que ça donne. Bon, ils vont quand même pas être... ça va quand même pas les faire du bien, mais bon, pour l'instant, ils sont quand même là. En plus, c'est un coin, c'est le moins joli de la parcelle. Déjà, en termes de pieds par rapport à la parcelle tout à l'heure, c'est pas le même type de terre quand même. Mais on voit que l'eau est limpide. On est rendu à l'autre bout de la parcelle, de colza. Là, je vais être obligé d'être face au vent, désolé. Donc là, on arrive dans le blé. On voit que seuls les résidus, un peu de surface des pailles ont été emmenés. Pas du tout de terre. L'eau est encore limpide. Le blé doit respirer avec un tuba. Je m'enfonce, bon, toujours pas. Donc quand l'eau va se retirer, je pense qu'il n'y aura pas de dégâts sur le sol en lui-même, sur la culture sûrement. Mais bon, on va éviter de passer de mettre de l'azote, hein, bien sûr. On voit que ça fait une belle rivière. L'eau reste très claire. Donc là, en termes d'érosion, on est quand même relativement tranquille. Je dors sereinement. Ça bouge le blé, mais alors que vous voyez, on voit bien la différence. C'est moi en marchant là, avec les bottes, j'arrive à décoller des particules de terre. Mais sinon, il n'y a rien du tout. Allez, on se fait plaisir. Voilà. Je voulais voir si on voyait le blé qui respirait sous l'eau. Je ne vois pas. Bon, quitte à être dans le blé, on va quand même aller voir la gueule qu'il a, l'aspect. Bon, on voit que l'eau arrive bien des bois. Donc les bois sont en saturation, ça veut dire. Ça nous fait une belle rivière. Hein. Je ne sais pas la quantité d'eau qui peut passer par heure ou par minute. Mais on voit bien que cette eau peut être intelligemment récupérée dans des bassines et pour faire d'irrigation l'été. Bon là c'est un autre sujet, mais certains comprendront l'appel du pied où ils se battent aussi là-dessus. Donc on va aller voir le blé quand même. On voit qu'il est très jaune, hein, qu'il meurt de faim, ce blé. Donc là, on est sur de l'interrang à 25, semi à la dent, précédent colza. Fertilisation sur la ligne au 14-48, ce qui explique qu'il reste bien vert tout le temps. On va mettre un petit coup de fourche quand même. Donc là on est sur l'interrang. Alors, salut vers de terre. Voilà comment sont les sols. Donc on se trouve ce petit matelas, alors qui est un peu moins prononcé ici parce qu'il y a eu quand est-ce qu'il y a eu un travail du sol? Je crois qu'une fois pour un maïs il y a 4 ans, il y en a eu un en plus là par rapport à l'autre. J'étais pas du tout équipé à filmer. Donc on voit cet horizon qui se développe là, en fait, où il y a un mélange. Bon, on voit que les vers de terre sont là parce qu'il y a à manger. Donc il reste sur l'horizon très superficiel. On voit qu'ils sont quand même là malgré les conditions météo. C'est-à-dire que c'est pas forcément favorable à l'activité du sol, mais comme là ça reste assez sec sur les premiers centimètres, et surtout ils ont de la bouffe. Donc regardez, on les voit, hein. Il y a même du monde dans les premiers centimètres, vous voyez. Il n'y a pas besoin d'aller gratter loin. Il y a de la nourriture, donc ça fait ce petit mulch de surface. On va sortir du blé maintenant. J'essaie de me protéger du vent, mais c'est pas évident.
toutes les racines de blé qui descendent sans encombre. Vous voyez, on voit l'ensemble des petites radicelles qui restent tout le temps. Parce que sur l'inter-rang, il n'y a plus rien, il y avait des repousses de colza. Donc sur un sol travaillé, on n'aurait pas toutes ces petites radicelles là qui viennent tenir la structure. On sent d'ailleurs quand on arrache, qu'on sort la mode, une touffe, une mode de terre, qu'on arrache toutes ces radicelles là. Donc ça c'est bien du travail qui a été fait par les cultures et les intercultures. Alors là l'interculture c'était plutôt la repousse de colza, mais c'est toujours là. On garde toujours ce petit matelas là. Et tout doucement je pense qu'il va se augmenter avec le temps. Les anciens ACS doivent avoir quasiment plus que ça. Et on comprend bien que le moins de travail du sol là-dessus, alors un travail superficiel, ça va pas être comme un labour, ainsi de suite. On va perdre moins, mais on va quand même perdre là, ce petit matelas. J'ai une ou deux parcelles où je l'ai beaucoup moins prononcé, parce que j'ai fait un tournesol l'année dernière, il y a 2 ans. D'ailleurs, on va aller voir, on va aller dans un blé de tournesol. Je n'étais pas équipé pour faire du tournesol en direct. Alors, tournesol en direct, j'ai essayé. Je me suis cassé la figure comme c'était prévu. Pourtant, j'ai mis tous les curseurs comme il fallait. Donc, cette année, ils seront faits au strip till, le tournesol. Et il y en aura peut-être un peu moins aussi à l'avenir, parce que ça m'embête de perdre ce petit matelas une fois tous les 4 ans, là, de venir l'amenuire juste pour faire du tournesol. Et sachant que sur les dernières années, c'est pas ce qui m'a fait vivre. Mais le but c'est de comme trouver, et je veux surtout pas réduire la rotation. On est sur minimum 4 ans, c'est le minimum je pense qu'il faut là. Le but c'est de l'amener un peu plus large. Je suis dans un terroir où les protéagineux viennent très pâles. C'est le sol naturellement acide à la silice, très usant. Le lupin pourrait s'y plaire. Mais en ACS, le lupin, je fais partie des cultures assez compliquées. Donc je vais quand même m'essayer avec le lin. On va voir ce que ça donne. Bon, je vous laisse là. On se retrouve, je vais aller dans du blé de tournesol. On verra, il y a eu un travail du sol en N-1 pour le coup. Un seul passage de déchaumeur, mais on verra que là, déjà, il n'y a pas à manger avec le tournesol à la surface du sol. Et ce petit mulch là a disparu. Il va y avoir encore un peu de vent. Bon là je suis au pied du cours d'eau. On voit tout méchant, l'eau qui traverse, qui arrive ici. Donc toute cette eau qu'on voit ici, elle traverse tout méchant. Sauf un peu cette dernière parcelle ici. Tout ce qui traverse. On voit que l'eau reste limpide. La rivière, c'est un peu moins le cas. Et on voit ici là où ça traverse d'autres parcelles qui ne sont pas à moi. C'est marron. Chacun tire les conclusions qu'il veut. Donc là, dernier arrêt, on est sur du blé de tournesol. Donc là par contre, il y a eu un travail du sol en N-1 pour le tournesol. Alors quand je fais du travail du sol, les seules fois où j'en fais encore, c'est pour cette culture jusqu'à cette année. Et c'était 1 ou 2 passages de DDI au minimum, c'est-à-dire que je mets toutes les cales pour pas qu'ils rentrent. Donc le but c'est juste d'affiner sur les 5 premiers centimètres. Ça m'arrive de passer 2 fois en croisé, juste pour faire un peu de terre fine, et puis voilà. Cette année, ça sera fait au strip till. Pas grand chose d'autre. Donc ça fait des blés. Le blé est quand même très propre. Il n'y a pas de souci sur le blé en lui-même. Mais on voit qu'au niveau sol, c'est pas comme derrière colza où il y a à manger. On va regarder ce que ça donne un peu en structure. On retrouve quand même ces petites radicelles. Je suis étonné. Alors moi, on n'a pas ce petit côté mulch sur le premier centimètre, mais ça va être les radicelles du blé, sûrement, qui sont encore là, ou ce qui s'est formé dans le tournesol. Je pensais pas en trouver autant, mais il y en a. Là par contre, on voit moins de vers de terre sur les premiers centimètres. Ça fait plus. On voit, alors c'est peut-être pas exactement le même type de terre que celui de tout à l'heure, mais c'est quand même un peu différent.
regarder le blé en lui-même. Hop, un peu trop près. L'eau est un peu plus marquée ici. Bon, par correction, je ne vais pas marcher dans le champ de mes voisins qui sont en TCS un peu plus intensif, où la plupart des gens sont en labour. Je suis dans un secteur très élevage, pas du tout céréalier. Par correction, je ne vais pas marcher, faire des vidéos dans les champs des voisins, ce serait pas correct, il faudrait m'y demander avant. Alors on voit que le Squarador tendance à faire des rigoles, je trouve qu'il garde plus l'eau que le semi-autiste. Là, comme il n'y a pas de mulch en surface, on voit ça marquer un peu plus, mais pas. Bon, c'est normal avec 100 mm. Hein. Mais bon, j'irai marcher dans le champ laboureux, honnêtement. Ce que je préfère dans le champ en bio. Je m'enfonce de un bon 5, 6, 7, 10 cm. Il n'y aurait pas photo. Là, on voit que ça marque. Avec les pluies, ça a tendance à garder les éléments sableux sur le dessus, qui sont les éléments les plus grossiers. Et on le voit sur des sols comme ça. Ce qui reste sur le dessus, c'est les éléments les plus gros. On va marcher un tout petit peu plus loin, donc j'ai fait une partie à la dent et une partie aussi. C'est un semoir à dents bourré là, dans les pailles de tournesol, malgré les disques ouverts. C'est ça que je faisais pas. Là, on voit la limite. Ça paraît plus fourni. C'est différent parce que l'interrang est plus resserré. Et bon, il a un peu de jeu le copain, donc il y a des rangs plus ou moins écartés. Là, je suis dans une bonne zone de mouillère. On a des sols quand même assez sensibles dès qu'il y a des pluies. J'ai eu des fontes de semis quand même quand j'ai semé entre le 10 et le 15 octobre. J'ai eu 80 mm de pluie avant que la culture lève. Donc il y a certaines parcelles où j'ai perdu, sur la totalité des SAU, j'ai perdu 6, 7, 8 hectares que j'ai dû ressemer. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude ça se comporte très bien, mais là il y a eu énormément d'eau avant que le blé sorte, donc les zones de mouillère ça n'a pas pardonné. Les semis, globalement, il y a des semis qui ont été faits, la plupart des gars on semé au mois plutôt début novembre. Après on a eu des très belles conditions, d'ailleurs c'est là qu'on a semé des blés bio, et là il n'y a pas eu de perte. Celui-là est plus en avance, mais il y a quand même quelques zones, où on a des trous. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Le but c'est plutôt de faire un point sur l'impact des conditions météo et sur nos sols. Ce que ça donne. Alors c'est certain que tous nos sols ne vont pas se comporter de la même façon. Des gens en limon très hydromorphes, la moins de pluie, ça aura encore plus d'impact chez eux à mon avis. Ils auront peut-être plus à y gagner encore à changer leur pratique culturelle, mais le chemin sera peut-être plus long. Et puis des gens peut-être en argilo-calcaire superficielle, où ils peuvent passer assez rapidement dans les champs, verront une moindre amélioration, parce que de toute façon ils peuvent rentrer dans les champs beaucoup plus vite, et les champs et le sol draine plus vite. Donc on n'est vraiment pas tous égaux là-dessus, mais le tout c'est d'être conscient du type de terre qu'on a, faire avec. Alors si ça ne nous plaît pas, on déménage, on fait un autre métier, on va ailleurs, mais on a chacun le type de sol qu'on a, et puis il faut travailler au mieux avec ce qu'on a. On a une fenêtre, on a une fourchette d'amélioration pour la structure comme superficielle du sol et taux de matière organique. Le taux d'argile, on ne le changera pas. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'argile, c'est ce qui me pénalise le plus en rendement. Les cultures sont assez jolies jusqu'au mois de mai. Et après, la RFU étant quand même relativement faible, ça sèche très vite sur pied. Donc des blés qui sont très très beaux, qui paraissent à 75, peut-être quintaux, 80 quintaux. Et bien finalité, la moyenne, si je tourne... alors ça s'est en dents de scie ces dernières années, un peu comme pour tout le monde. L'année dernière, ça a plutôt fini à une moyenne de 45 quintaux. L'année d'avant, on était plutôt à 70. Donc là, est-ce qu'on peut parler de moyenne maintenant, espérer 60, 65 peut-être, mais bon. Le tout, c'est d'adapter un peu ses dépenses aussi par rapport au potentiel de culture. Je suis dans un secteur très élevage, où toutes les exploitations font à peu près 100, 120 hectares avec des bêtes, ce qui est plus cohérent que de faire de la culture céréalière qu'on fait. J'avoue que c'est pas beaucoup d'affinité avec l'élevage, donc on va peut-être développer d'autres activités de vente directe de protagineux à la ferme, maintenant qu'on a un magasin, mais il faut quand même, voilà, pour l'instant je m'occupe plus de la partie grande culture, c'est ce qui me passionne. Surtout le sol en lui-même et la CS,
ça m'a vraiment donné ce petit coup de pied au cul, passion pour mon métier. Plus que si je sais que tous les ans, je serais venu labourer, semer, herse rotative, faire le même plan de fumée, le même truc. À chaque fois qu'il y aurait une pluie, je vais dire merde, j'ai perdu des trucs, de la terre ou des cultures même. J'essaierai de refaire un petit point là sur toutes les zones qu'on a vues inondées. J'essaierai de faire un petit point sur comment se sont remis les cultures après une fois que l'eau sera retirée. Puis on verra, à mon avis, ça va très bien se passer pour le blé. Le colza, l'endroit où les plaies étaient rachitiques, je ne vais pas les perdre jusqu'à l'année dernière. Bon, ça sera moins joli, mais normalement, j'aurai pas de trou dans les cultures liées à ça. Le blé, l'année dernière, il n'a même pas jauni, c'était relativement impressionnant. Il y avait quand même un peu moins d'eau, mais on verra, on va donner suite. Voilà, allez, bonne semaine à tous, salut!